Bonjour Patrick Prévoyanet. Bonjour. Merci d'être là. On va rappeler, du coup, je vous poserai des questions qu'éventuellement j'aurais pu aussi lui poser, que Fatih Birol devait être là, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie. Évidemment, il s'est passé quelque chose. Enfin, je ne sais pas si... Je ne sais pas si je peux me remplacer, Fatih Birol. Beaucoup de questions à vous poser, effectivement, pour que vous nous fassiez d'abord un petit point à date de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à saisir s'il y a accord il y a, en quoi ça change quelque chose, est-ce que le détroit d'Ormuz va fermer, réouvrir, bref, on a besoin de vos lumières et de vos éclaircissements parce que vous êtes sans doute la personne qui connaissait, une des personnes qui connaissait mieux la situation. Petite question comme ça, je vois que vous avez très chaud. Non. Cette salle est climatisée. Il y a une canicule. Est-ce que quelque part, vous dites, en tant que patron de Total Énergie, je suis un peu responsable de ce réchauffement climatique? Ah ben de manière, dans ce pays, je suis responsable de tout. Vous l'avez bien vu. Donc maintenant, je suis effectivement moi qui décide ce que fait le dieu soleil. Non, mais par contre, je suis en partie responsable si la salle est climatisée. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la Creux est bien contente d'avoir des centrales à gaz dans le pays. Parce qu'avec la chaleur élevée, les centrales nucléaires fonctionnent un peu moins bien. Avec la chaleur élevée, il n'y a pas de vent. Avec la chaleur élevée, même les panneaux solaires, au bout d'un moment, ils fonctionnent moins bien. Et donc, heureusement qu'il y a Total Energy, Engie et EDF avec leurs centrales à gaz. Donc la conclusion, c'est qu'il faut de tout. Il faut de tout. Oui, le réchauffement climatique est une réalité. Ça fait des décennies. On a aussi d'ailleurs des clients qui continuent à utiliser nos énergies. Donc je ne me sens pas plus responsable que tous les autres. Pour l'instant, ce que je me sens beaucoup responsable pendant les 3 derniers mois ou 4 derniers mois, c'est de faire en sorte que les Français qui réclamaient beaucoup d'essence et de diesel pas cher, d'essayer de leur apporter tout comme je pouvais. C'est aussi ce que j'ai entendu. Voilà, donc je veux bien qu'on soit responsable de tout, mais bon, après tout, on a les épaules larges, hein, vous savez, chez Total Énergie. Puis finalement, si on apporte des solutions, tant mieux. Donc il vaut mieux retenir de mes propos les solutions que nous apportons plutôt que les problèmes que nous soyons censés être créés nous-mêmes. Hein. On reviendra sur le quoi qu'il en coûte, effectivement. Peut-être on peut faire un point à date de où est-ce qu'on en est, notamment au Moyen-Orient et le détroit d'Ormuz. Où est-ce qu'on en est, Patrick Pouyanné? On en est tout ça maintenant, c'est un problème de psychologie collective en fait. C'est-à-dire qu'en fait la question, un accord a été signé, il faut s'en réjouir. Un accord n'est jamais parfait. Au début du week-end, les gens étaient inquiets. On a vu que les discussions avaient repris, qu'elles ont visiblement, et j'ai écouté le Premier ministre pakistanais, le Premier ministre du Qatar dire que finalement il y avait des avancées. Donc il faut, moi je crois qu'aucun des deux belligérants ne veut revenir dans la guerre, pour être clair, ni les Américains ni les Iraniens. Et que la question c'est s'en sortir. Alors pourquoi je dis c'est la psychologie? La psychologie, c'est quel niveau de confiance avons-nous dans le fait que ce détroit d'Ormuz est réellement ouvert? Parce que je peux vous dire, c'est pendant le week-end il était ouvert, puisque on avait un certain nombre de pétroliers qui étaient bloqués dans le détroit d'Ormuz depuis le début de la crise, et on a sorti les 3 plus gros pétroliers pendant le week-end, donc il ne m'en reste en fait plus que 2 à sortir. Donc on a vu le flux se recréer. Après, ce que j'observe aussi, c'est que pour pouvoir sortir un pétrolier du détroit d'Ormuz, il faut que les armateurs soient d'accord. En fait, à la fin, on rentre dans la vraie vie. Et il y a des attitudes très différentes. Il y a des armateurs qui veulent être certains qu'il n'y aura pas de problème, d'autres qui sont prêts à prendre un petit peu plus de risques. Mais notre priorité, c'est de les sortir. Après, la question qui va être difficile, c'est est-ce qu'on peut les ramener? Ah oui, mais ça, c'est la question d'après. Mais oui, mais elle arrive très vite, parce que pour rétablir les flux du marché pétrolier, il ne faut pas seulement les sortir, il faut les ramener pour les remplir et pour que les allers-retours refonctionnent. Et là-dessus, c'est là qu'on a un test en ce moment pour voir dans quelles conditions tout ça, cette paix, et notamment sur le détroit, est stable. Donc je pense qu'on est dans une période d'un peu d'observation et que la confiance va se construire collectivement pour se dire oui, on peut y aller et puis on peut revenir. Alors après, j'observe qu'il y a des armateurs qui sont plus, je dirais, audacieux que d'autres. Il y a aussi des compagnies nationales dans le Golfe, la compagnie des Émirats, la compagnie du Koweït, la compagnie d'Irak, qui, elles, veulent absolument pouvoir sortir leurs pétroliers parce que c'est des pays dans lesquels c'est une partie de leurs revenus. Évidemment. Voilà, donc ils ont envie de le faire. Donc je pense que notre attitude de notre côté, c'est d'être audacieux mais pas téméraire, je dirais. Et donc on teste, on regarde, on teste et on va voir si effectivement on arrive à un régime régulier. Moi, je pense que l'intérêt de toutes les parties, c'est justement sur les détroit d'Ormuz, y compris des Iraniens, soyons clairs, qui ont été les premiers. Premier pétrolier qui est sorti du détroit, c'était un pétrolier iranien. C'est quand même une source de revenus importante pour eux. Donc je pense qu'il y a de la bonne volonté. Donc on va voir ce qui va se passer. Après, à cause de ce que je viens de dire, il ne faut pas rêver. Avant de revenir vers une situation normale, cela va prendre quelques semaines, voire quelques mois,
pour que tous ces flux se réorganisent comme ils l'étaient avant. Et c'est là que je ne peux pas répondre à votre question, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans la lune de miel post-signature de l'accord. Combien de temps ça va durer? Vous savez que dans cet accord, il y a une espèce de deadline au bout de 60 jours, même s'il est écrit unless otherwise agreed to maintain. En fait, il est bien rédigé cet accord, hein, contrairement à ce qu'on a dit. Moi, j'ai pris le soin de le lire. Il est bien rédigé. Il y a plein de tiroirs pour en fait, et en fait, quand on le lit, on voit bien que les deux parties n'ont pas envie de revenir vers le conflit. Voilà, c'est ça qui. Alors, on va observer, et puis la confiance va se construire collectivement, et à ce moment-là, on remettra en ordre le système. Si on fait le bilan de cette crise, d'abord, c'est là où je disais, je ferai le Fatih Birol. Est-ce que pour vous, c'est un des plus grands chocs pétroliers que jamais on a connus, un, et deux, est-ce qu'il y a des risques de pénurie, et quelles leçons vous tirez de ces 3 mois de blocage? Voilà. Non. Risque de pénurie, non. On avait dit que les risques, j'avais moi-même dit, les risques de la situation deviendra difficile si le conflit passe à l'été. Okay. Ils ont bien fait, ils nous ont écoutés. Comme quoi, à force de faire les Cassandres, on nous a écoutés. Enfin, je sais pas, ils nous ont écoutés, mais visiblement, au bout de 3 mois de conflit, ils en ont eu assez tous. Peut-être aussi parce qu'ils voyaient les conséquences que ça avait sur les stocks pétroliers. Hein. On a quand même tiré 1,2 milliard de barils de stocks. Et il va falloir les reconstituer. Ça va prendre un peu de temps. Ça va aussi contribuer à une forme de maintenir les prix sans doute un peu plus haut que certains voudraient rapidement. Donc, je dirais, le choc a été fort. Et en fait, surtout ce qui va rester du choc, c'est que ce détroit d'Ormuz, c'était un risque théorique. Maintenant, la menace, elle est réelle. Et donc, ce qui va rester dans l'esprit de tout le monde, et c'est ça la vraie difficulté pour moi de revenir à la normale, on ne va pas revenir à la normale. Parce qu'en fait, maintenant, il faut qu'on investisse pour contourner ces détroits d'Ormuz. On ne peut pas laisser cette menace sur ce marché pétrolier dont on a vu qu'il était essentiel à toutes les économies, y compris à l'économie mondiale en général. On ne peut pas laisser ce risque être là et simplement croire que le bout de papier va être observé, parce que les tensions dans la région, ça fait un moment qu'elles sont là, elles peuvent revenir de diverses sources. Donc je pense on ne reviendra pas à la normale. Il va falloir effectivement, mais on n'aura pas de pénurie. Ça, je pense que là maintenant, on peut considérer le détroit étant réouvert que toutes ces questions de manquer ne sont pas d'actualité. On saura alimenter le système. Enfin, encore une fois, si la paix est durable, ce que j'espère. Est-ce que les stocks stratégiques sont arrivés à un niveau inquiétant? Non, en fait. Il y a peu de pays qui ont vraiment tiré sur les stocks. Et en fait, la situation, et on a découvert d'ailleurs la crise, il y a beaucoup de leçons à tirer. L'une d'entre elles, c'est qu'il y a un pays qui a joué un rôle majeur pour maintenir les prix finalement relativement modérés, c'est la Chine. La Chine, à elle toute seule, en gros, le détroit d'Ormuz, c'était 12 millions de barils par jour de pétrole qui manquaient. La Chine, elle seule, a réduit ses importations de plus de 4 millions de barils par jour au mois d'avril. Un tiers du problème. Ils ont fait comment? Ils ont donné instruction à leurs raffineurs de moins raffiner, et en fait, aux dépens des exportations qu'ils avaient en Asie du Sud-Est, ils ont par ailleurs réduit leur propre consommation et ils ont tiré sur leur stock stratégique. Donc, ils ont réglé un tiers du problème à eux tout seuls. Les Japonais ont beaucoup tiré, ont quasiment ramené leur stock à zéro. Eux, ils ont vraiment joué le jeu à fond. Puis l'autre pays qui a participé à sortir la crise, c'est les États-Unis. Parce que les États-Unis ont aussi beaucoup tiré sur leur stock stratégique. Les États-Unis, au mois d'avril, ont exporté 2 millions de barils par jour de plus que ce qu'ils faisaient normalement. Ce n'était pas une production supplémentaire, la production est restée à peu près normale, pas augmentée, mais les Américains ont contribué à gérer la crise en mettant dans le marché 2 millions de plus. Quand vous prenez Chine plus États-Unis, ça fait à peu près plus de 6 millions de barils. C'est la moitié du problème que les deux pays ont largement contribué à régler. C'est pour ça que ce marché, notamment, on peut se dire, mais pourquoi il ne va pas plus haut? Pourquoi il va pas dans... Heureusement pour tout le monde, il n'est pas allé dans les décors. Alors, il y a encore aujourd'hui dans le marché des tensions. Tout n'est pas parfait. Le prix du pétrole que vous suivez tous a baissé. Il est à 80 $ du baril à peu près ce matin. Il y a toujours sur les marges de raffinage sont extrêmement élevées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui a été abîmé, il y a deux phénomènes en ce moment. Le marge de raffinage, c'est-à-dire le prix des produits pétroliers qu'on est amené à importer. Pour nous, c'est les importations de diesel ou de kérosène. Pourquoi? Parce que dans le Golfe, ce qui a été atteint, c'est pas les capacités de production de pétrole brut, elles n'ont pas été touchées. Par contre, les raffineries ont été abîmées. Et puis, en plus, se surimpose le fait que les Ukrainiens, maintenant, font des dommages depuis quelques mois importants aux raffineries russes. Or, il y avait deux pôles qui exportaient des produits pétroliers, c'était la Russie et les raffineries du Golfe. Donc on voit aujourd'hui encore des tensions sur les produits pétroliers. Et donc, en gros, aujourd'hui, si je regarde produits pétroliers, 80 $ sur le brut plus 15 $ de marge, ça fait des produits pétroliers qui sont quand même encore à 95 $ du baril ce matin. Ils ne sont pas encore revenus aux 60 $, etc. Et à mon avis, ils ne vont pas y revenir aussi vite parce qu'il y a plusieurs problèmes à réguler le marché. Vous voyez ça quand? Je dirais d'ici la fin de l'année, quoi.
Ah, et pas avant, pas. Je pense que pour remettre tout le système en ordre, il faut un peu plus de temps. Parce qu'un Ouais. certain nombre des raffineries que j'évoquais au Moyen-Orient sont réellement abîmées. La nôtre, qu'on a en Arabie Saoudite avec Aramco, on a quand même reçu 3 drones et on a pour 6 mois de travaux pour la remettre à pleine capacité. Elle fonctionne aujourd'hui à 70% de sa capacité. En fait, ce qui a été le plus touché, c'est presque plus les produits raffinés, non? Oui, Oui. exactement. Les raffineries ont été plus attaquées que les. Ce qui est plutôt bon, c'est le résultat. Voilà. Et du coup, quel impact vous voyez sur le prix à la pompe? Le prix à la pompe, il a baissé. Hein. Ce Oui, matin, je faisais oui. le point à mes collègues. Moi, mon plafond, ils en ont plus besoin, les Français, puisque je voyais des 1,80, 1,83, donc ça va. Le prix, il baisse vite. D'ailleurs, Total Energy, est en tête de la baisse. Il va. Attendez, les prix à la pompe, ils suivent une règle simple, ils suivent les prix des marchés pétroliers. Ouais. Vous dire que ça va continuer à baisser, non, je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui. Je trouve que le prix du brut a baissé extrêmement vite pour aller à 80 $. Je suis un peu surpris. Je vous dis que les marges restent élevées, donc on peut s'attendre. Enfin, il est revenu à une range, 1,80 € le litre, 1,85. C'est pas les 1,60 qu'on avait avant la crise, mais c'est plus du tout les 2 € et plus qu'on voyait. Donc, d'ailleurs, ce que je m'apprête à faire moi, c'est maintenir un plafond sans doute pour les stations rurales, parce que dans les stations rurales dans le pays, comme les stocks, comme la consommation est faible, les stations-service rurales, elles ont reçu des stocks à des prix élevés. Donc aujourd'hui, elles continuent à vendre leur essence ou leur diesel à un prix plus élevé que le 1,85. Et donc, on va sans doute prendre des mesures pour les plafonner de façon à aider les stations rurales qui dépendent de Total Energy. Il y en a quand même plus de 1200. D'accord. Et ce n'est pas quelque chose d'aller étendre en tant que Total raffineur, c'est-à-dire le faire pour des stations qui ne sont pas forcément sous enseigne Total Énergie. Ah, mais moi, je m'occupe de mes stations. D'accord. Non, mais... mais comme je l'ai dit à tous mes collègues, s'ils veulent investir dans mes raffineries, ils sont tous bienvenus. Ouais. J'ai pas de problème. Donc, tiens, puisque ça fait 2 fois que vous parlez de quoi qu'il en coûte, on va parler de ces questions-là maintenant. Vous allez arrêter quand, du coup? Non, Là, je vais arrêter. On a toujours dit qu'on assurait et qu'on protégerait les plafonds durant la crise. Je vous dis qu'aujourd'hui, la crise, pour moi, n'est pas encore achevée. On en sort, donc j'observe ce qui se passe et on sera toujours protecteur et on pensera aux Français tant qu'on considérera que il faut qu'on intervienne. Encore une fois, la grande majorité, ce matin, je faisais le point, je crois qu'à 1,99, il y a 2300 stations qui ne sont plus concernées parce que les prix sont plutôt entre 1,80 et 1,90. Donc notre intervention n'est plus légitime à ce niveau-là. Mais s'il y a des zones du territoire, je pense aux zones rurales qu'on regardait de plus près, qu'il faut continuer à protéger, nous maintiendrons la mesure pour les zones en question. Et vous n'allez pas baisser le plafond du quoi qu'il en coûte? Non, mais attendez, le plafond, c'est mon problème. D'ailleurs, vous êtes tous... c'est le problème de personne d'autre, c'est notre problème, c'est pas le mien, c'est le nôtre chez Total Energy. Non, laissez-nous, on a bien travaillé, les Français nous aiment bien. Par contre, ce que je veux, c'est continuer à faire en sorte que Total Energy soit pas... Avant la crise, notre marque était considérée quelque part comme une marque un peu chère. Oui. Bon, je le sais. Là, on a inversé je dirais, la perception de façon très forte. Et donc, ce que je disais, on en parlait ce matin au comité exécutif Total Energy, on se disait, il faut trouver le moyen de continuer à être perçu comme une marque pas chère. Voilà, donc avis à ceux qui veulent nous concurrencer. On verra. Qu'est-ce que vous retenez, vous, patron de Total Energy, de ces 3 mois? Oh là, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à en tirer de ces 3 mois, à tous les niveaux. Bon, d'abord, les 3 d'Ormuz, maintenant, est une réalité, c'est une menace. La menace est réelle, donc il faut... Et elle va rester. Et elle va rester. Non, pour qu'elle ne le reste pas, il n'y a qu'une seule solution. Il faut qu'on investisse dans des tuyaux pour contourner les 3 d'Ormuz. Donc ça, c'est une priorité absolue. Il se trouve qu'on est le pétrolier le plus exposé au Moyen-Orient et on en est plutôt fiers et contents. Mais maintenant, il faut qu'on investisse dans des tuyaux Abu Dhabi, Irak, traversant la Syrie, etc. Donc ça, c'est une priorité. En traversant la Syrie aussi. Oui, c'est le faux. Quand vous regardez la géographie, quand vous êtes en Irak, pour aller pour trouver une mer, alors vous pouvez descendre par le Koweït et l'Arabie, vous allez vers la Syrie, vous avez la Turquie. Mais il n'y a pas de... Autrement, vous êtes dans le Golfe. Donc voilà, la géographie... Donc, la Syrie. Vous savez pourquoi je dis la Syrie? C'est qu'en 1924, on a créé cette entreprise. Eh ben, on a des prédécesseurs qui ont découvert du pétrole en 1928 pour la première fois en Irak, à Baba Gourgour. Et ces gens-là, nos prédécesseurs, il y a plus de 100 ans, ils ont construit un trio Irak-Syrie en l'espace de 6 ans. Ils ont fait, en 1934, le pétrole coulait. Ils avaient construit le tuyau qui traversait la Syrie, le pétrolier le plus grand au monde et une raffinerie à la Med. Donc si nos prédécesseurs l'ont fait il y a 100 ans, je pense qu'on doit être capable de le refaire aujourd'hui en 2026. Alors les géopolitiques n'est pas la même, mais je pense que nécessité fera loi et qu'il faut qu'on crée ces tuyaux. C'est la seule réponse qu'on peut apporter à ce risque 3 euros. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est évidente, on va voir, et j'ai vu les réactions et je pense qu'elles vont durer.
même si l'être humain a tendance à oublier, je pense que tout le monde, et la France en est un bon exemple, va se tourner vers ces énergies domestiques. En fait, ça fait quand même une crise en 22, une crise en 26. Cette dépendance d'énergie fossile volatile fait que dans beaucoup de pays du monde, on l'a vu dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, tout ça devient quand même difficile à gérer, les populations. Et on a vu quoi en Asie du Sud-Est, intéressant, un appel aux biocarburants, hein, au lieu d'exporter l'huile de palme, ils vont l'utiliser pour eux-mêmes en Indonésie. Donc je pense qu'on va voir un retour vers les énergies domestiques. Dans les énergies domestiques, il y a bien évidemment les énergies renouvelables, l'électricité. Et ça me paraît clair que cette crise va faire prendre conscience à beaucoup plus de pays. Et je pense que cette notion de sécurité d'approvisionnement, de sécurité énergétique, elle est tout aussi importante, voire plus importante, pour motiver des pays à aller vers ces énergies décarbonées que juste uniquement le climat. Il trouve que la réponse est la même. Donc je suis convaincu que vous allez voir, on va avoir un mouvement vers ces énergies domestiques, décarbonées. Ça peut être aussi de la géothermie, parce que, et la France l'a compris il y a 50 ans, on a des grands prédécesseurs qui ont compris qu'on n'avait pas de pétrole, qu'il fallait avoir des idées, et nous on a construit un système décarboné, et au nom de la sécurité énergétique, de la souveraineté énergétique, en fait, il a été construit par nos prédécesseurs à base du nucléaire. Maintenant, on peut ajouter les énergies renouvelables parce que, en fait, l'autre vraie réponse, c'est la troisième leçon que je tire de la crise, c'est qu'aujourd'hui, on manque d'énergie. Il faut qu'on aille vers un monde où il faut une abondance d'énergie. On ne peut pas se permettre de dire... Ma réponse à votre première question sur la canicule, on n'est pas en situation de dire on va mettre fin à ces énergies fossiles pour l'instant. On pourra le faire, mais avant de faire cela, il faut construire un système énergétique qui tienne la route, qui soit C'est le cas en sécure. France. Oui, c'est la France, mais la France n'est pas toute seule. Oui, non, mais mais j'ai pas de problème. D'ailleurs, je vous signale que le patron de Total Energy n'a pas appelé le Parlement à modifier la loi Hulot sur forer des pétroles en France. J'ai même dit le contraire au Parlement la semaine dernière. Donc je ne peux pas faire plus que... La France n'a pas ce souci-là. La France, elle a 50 ans d'avance. Elle a un système d'électricité décarboné. Elle a juste oublié pendant quelques années de le maintenir. Bon, maintenant, on a repris nos esprits en avant. Mais je pense que de ce point de vue-là, la France est dans une situation idéale. Il y a deux pays qui sont... il y a un grand pays qui a compris ça sur l'électricité domestique, c'est la Chine. La Chine l'a compris depuis 15 ans. Elle est devenue ce qu'on peut dire un électrostate, un pays, une puissance électrique. Pourquoi? Mais à cause de la même raison. En 2010, les Chinois, quand ils ont fait face à un pétrole qui montrait à 120 à 140 dollars du baril, alors qu'ils en importaient massivement et que leur croissance dépendait de cela, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester dans ce régime uniquement fossile. Ils ne pouvaient pas faire que dépendre d'importations de pétrole russe ou d'autres. Et donc, ils ont construit une électricité largement décarbonée, couvrant et continuant à couvrir la Mongolie intérieure de milliers d'hectares, de millions d'hectares d'éoliennes et solaires. Bon, ils le font, ils ajoutent du nucléaire. Vous savez qu'en Chine, en ce moment, il y a quand même un réacteur par mois qui démarre, un réacteur par mois nucléaire nouveau. Donc nous, il faut on a fait ça historiquement, et ben il faut qu'on continue. Et la recette est simple, c'est une combinaison de nucléaire, oui, mais aussi d'énergie renouvelable. On a besoin il nous faut de l'abondance. La preuve que ça marche quand on a abondance, c'est que les Français n'ont pas vu d'impact sur le prix de l'électricité pendant cette crise. Oui, absolument. L'électricité n'a pas bougé. Et bien, tant mieux. Et donc, moi, ce que je dis, et l'autre marché où le prix n'a pas bougé, le prix de l'énergie, c'est le marché américain du gaz, parce qu'il y a abondance. Donc, si on veut absorber des crises, et on en aura d'autres, parce que la planète, elle est comme elle est, peut-être aussi parce qu'il fait chaud, etc., il faut qu'on ait plus d'énergie. Donc, il n'est pas encore temps de choisir les énergies. On pourra le faire et passer dans le post-fossile le jour où on aura construit un système énergétique suffisamment important pour pouvoir le faire. La France, on n'est pas encore là. Hein. Heureusement, encore une fois, vous réclamiez tous, vous aviez tous peur. D'ailleurs, vous l'avez prononcé, le mot pénurie. Tout d'un coup, tout le monde avait peur de manquer de jet fuel et de diesel. Heureusement que Total Energy est là pour vous rassurer. Merci. Sur l'évolution du prix du gaz et du marché du gaz, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est la même analyse que ce que vous venez de dresser ou pas? C'est un peu plus tendu parce que la question va se poser de savoir à quel rythme le Qatar notamment va reprendre ses exportations. Une usine de liquéfaction, on ne peut pas simplement démarrer, arrêter rapidement, c'est des usines lourdes. Donc je pense que là, il y a une observation qui se fait par le Qatar et qui prendra la décision. Ils avaient dit, vous avez vu d'ailleurs qu'ils ont été très actifs et partie prenante à la signature et à la négociation de cet accord. Il y a peut-être des bonnes raisons, y compris pour leur propre économie. Ils ont dit qu'ils reprendraient les exportations quand ils auraient, je dirais, une certitude, entre guillemets, que les Trois d'Ormuz est vraiment ouvert. Je pense que c'est eux qui prendront la décision, hein, c'est pas nous. Mais cette décision elle est très importante parce qu'on rentre dans la période où on a besoin de plus de gaz au niveau mondial. Il fait de plus en plus chaud, pas seulement ici, mais surtout en Asie. C'est la période haute, l'été, de demande pour la question de climatisation.
en Asie. Donc, et nous, on a des stocks de gaz à remplir. Hein. On est à 45% de stocks de gaz en Europe. On est 20% plus bas à la même époque que l'an dernier. Donc il va falloir qu'on les remplisse, ces stocks de gaz. Alors peut-être qu'on a eu raison d'attendre, puisqu'aujourd'hui, le prix du pétrole descend. Ouais. Mais le prix du gaz, il est assez stable. Hein. Il est resté toujours à peu près à 40 Mais pas de risque de pénurie, euros. en tous les cas, je parle sur le gaz cette fois-ci, Non, mais, en cet hiver. Non, mais, non, mais la pénurie, il n'y aura pas. Nulle part. Nulle part, j'en sais rien. Chez nous, non. En Europe, non. Okay. Parce que simplement, comme en 2022, on est prêt à payer plus cher que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Pourquoi le prix est monté ? Mais parce que nous, Européens, on avait désespérément besoin de ce gaz naturel liquéfié qui, normalement, allait en Asie. Donc, on a payé plus cher que les Asiatiques pour ramener le gaz naturel liquéfié en Europe. Et on fera la même chose s'il faut le faire. Donc, le scénario qui serait mauvais pour nous, c'est un scénario où le Qatar ne redémarre pas suffisamment vite, où on pourrait voir des tensions sur le marché du gaz. Honnêtement, je pense que, vu le rôle qu'a joué le Qatar, je serais étonné qu'ils n'essayent pas de redémarrer assez rapidement leurs usines. Mais ça prendra un peu plus de temps que le pétrole. Voilà. Qui a joué un rôle clé ? Puis après, on va avancer justement on va revenir un peu sur le marché français, mais qui a joué un rôle clé à votre avis ? C'est Donald Trump qui s'est dit, même si quelque part je fais un accord, on va dire que l'Iran l'a gagné, mais je vais éviter une grave crise économique, parce qu'on voit bien quand même que le choc économique a été violent pour nos économies. Ce sont les Chinois. Qui a été le moteur de cet accord ? Je pense que définitivement l'Amérique et le président Trump ont joué un rôle important. Il est clairement. Le choc économique. Il l'a dit d'ailleurs. Je pense qu'il faut écouter ce qu'il dit. Il a quelques, je dirais, comment on dit, KPI, quelques objectifs clés simples économiquement. Il y en a deux. Le prix à la pompe aux États-Unis. Et puis deuxièmement, le New York Stock Exchange, l'index boursier américain. Il les regarde tout le temps. Et il n'a aucune envie que ni l'un il veut qu'il baisse, l'autre il veut qu'il monte. Et je pense qu'ils se sont rendus compte, qu'il s'est rendu compte que le risque d'une guerre qui s'allongeait devenait un vrai problème pour l'économie mondiale, donc pour ses index à lui. Les Chinois ont joué un rôle. Enfin, moi, honnêtement, je suis étonné les Chinois qui réduisent volontairement leur demande de pétrole pour baisser les prix. Ça veut bien dire que eux aussi, parce que c'est une nation qui exporte, c'est une économie exportatrice, la Chine. Donc, ils n'ont aucune envie de voir l'économie mondiale ralentir de trop non plus. Donc, je pense qu'il y a une convergence. Et si la crise a servi à une autre leçon, c'est qu'on ne peut pas se permettre, justement, de prendre en otage cette énergie qui est le pétrole, parce qu'on en dépend trop aujourd'hui, que l'économie mondiale en dépend trop. Donc, il va falloir pouvoir en dépendre moins dans le futur. Ça passe aussi par les énergies décarbonées, ce qui rejoint l'objectif climatique. Mais à court terme, je pense que c'est ça, oui, la situation, le risque que faisait courir tout ça l'économie mondiale, qui a été un driver du côté, en tout cas, des États-Unis. Quand est-ce que vous verrez un basculement des énergies fossiles et des énergies renouvelables ? C'est quoi ? C'est 2040 ? C'est quand ? J'en sais rien, c'est loin. C'est loin, c'est pas pour tout de suite. C'est loin. D'accord. Après, encore une fois, ça dépend de quoi on parle, du pétrole, du gaz. Il y a une autre énergie fossile dont on ne parle pas du tout, mais qui est très en forme en ce moment. C'est le charbon. Oui. Non, mais on n'en parle pas, sauf que, qu'est-ce qui vient de se passer ? Si le prix du gaz européen n'a pas monté pendant la crise, il y a une autre explication qui ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais qui est la réalité, c'est que les pays asiatiques, quand ils ont vu le prix du gaz monter, ils ne peuvent pas se payer, ces pays émergents, un prix du gaz à 45 € du mégawattheure, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont switché sur le charbon. Et ça, c'est une de mes inquiétudes, je dirais, en négatif. Je vois ces pays-là, parce qu'ils n'ont pas apprécié du tout la crise de 2022 sur le gaz naturel liquéfié. Celle de 2026, ils commencent à perdre confiance dans le fait que cette énergie peut être, je dirais, restée abordable, stable. Et ils ont une alternative. C'est le charbon. Et on voit se dessiner un futur dans pas mal de pays qui n'est pas très bon pour le climat, qui est un futur énergétique à base de charbon et de renouvelables. C'est le cas de l'Inde, c'est le cas du Vietnam, c'est le cas largement de la Chine, parce que quand vous regardez comment la Chine produit l'électricité, c'est quand même à base de 60% de charbon, 30% ou 40% de renouvelables, et puis du nucléaire un peu, et de l'hydro. Je mets l'hydro dans le renouvelable. Donc en fait, ça, c'est pas bon, entre guillemets, parce que, encore une fois, il y a une perte de confiance dans le caractère abordable, de façon durable, de cette énergie qu'est le gaz. Patrick Pouyanné, on a vu les leçons qu'il faut en tirer pour nous tous, pour le monde, pour la géopolitique, pour les relations internationales. Quelles leçons vous en tirez pour la stratégie de Total Energy ? C'est la bonne. C'est la bonne, puisque j'ai embarqué l'entreprise dans une transition qui consiste à ajouter au pétrole et au gaz dont on a besoin de l'électricité.
Donc tout ce qui est en train de se passer me conforte dans le fait que j'ai dit un jour que l'électricité était l'énergie du 21e siècle à cause de la décarbonation, mais ce qui se passe en ce moment, et dans ces pays-là où on voit une énergie domestique, on voit un retour vers l'électrification. Le discours français est totalement compréhensible sur l'électrification. Donc je pense que notre analyse en 2020, qui était dire 2015-2020, qui était l'énergie qui va croître, c'est l'électricité, donc il faut se positionner sur cette électricité, cette énergie-là, est validée par ce qui se passe. En même temps, ce qui se passe démontre qu'on a encore besoin de pétrole et de gaz. Donc on continuera à mener la stratégie qui est la nôtre. D'où l'accord que vous avez signé avec Daniel Chretinsky et EPH. Bien sûr. Bien évidemment, cet accord c'est structurant en fait. Il est très important parce qu'il nous fait changer de dimension en France. Donc, je vous rappelle tout le monde, on a décidé d'acquérir 50% de toutes les centrales à gaz de EPH en Europe. C'est quand même 14 gigawatts. Il est effectif depuis le 1er juin, je crois, ou le 1er mai, je ne sais plus. 1er mai. Et donc, on est rentré. Oui, c'est structurant parce que ça nous fait encore grandir dans ce marché de l'électricité et on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Donc, on a décidé. Je sais qu'on nous dit qu'on ne va pas assez vite, mais en l'espace de 5 ans, on a lancé cette stratégie en 2020. Aujourd'hui, l'électricité, c'est 10% de nos productions d'énergie, 10% de nos ventes. On a dit que ça ferait 20% en 2030. On a fait la moitié du chemin en 5 ans. On gagne d'ailleurs en confiance. Honnêtement, cette affaire avec Daniel Chretinsky, je ne l'aurais jamais fait en 2020. On était trop neuf. Maintenant, on comprend mieux où est-ce qu'on peut investir, dans quel domaine on le veut. Et le lien entre le gaz et l'électricité est un bon lien. Il faut juste que les États européens, y compris la France, mettre en place des systèmes de rémunération de capacité des centrales à gaz disent de ce non, parce que sinon on va les fermer. Voilà, et après, il n'y aura pas d'accès à l'électricité quand il fera chaud. Ou plutôt, on va les fermer en France, il fallait les ouvrir en Allemagne. Parce qu'il y a un pays qui a compris qu'il fallait les centrales à gaz. C'est le voisin d'à côté. Ça fait longtemps, oui. Voilà. Non, mais il le comprend de plus en plus. Il les réclame. Voilà. Non, mais bon. Donc, il faut tout ça. Qu'est-ce que vous attendez justement de l'État, des pouvoirs publics, Patrick Pouyanné? Moi, je pense qu'il faut garder le cap et avoir des politiques qui soient le plus stables possible. Il faut que ce débat, et c'est très compliqué parce que l'énergie est devenue, je dirais, un objet politique. C'est très émotionnel. On l'a vu tout à l'heure. C'est trop émotionnel tout ça. Je pense que la France, quand je parle de la France, quand même, on a un fondamental qui est l'énergie nucléaire. J'en parle d'autant mieux que c'est pas nous qui la produisons, mais c'est un élément essentiel. Il est urgent d'investir dans les nouveaux réacteurs, même si l'énergie nucléaire de nouveaux réacteurs sera plus chère, mais en amortissant cette énergie des nouveaux réacteurs de 6, 8 ou 10 réacteurs sur les 60 qu'on a par ailleurs, qu'il faut prolonger, tout ça restera un avantage compétitif et on bénéficiera d'une électricité pas chère. Donc l'électrification, on est en plein dedans. Donc je comprends très bien que le gouvernement ait repris ce mot. Il faut garder les énergies renouvelables. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Encore une fois, il nous faut de l'abondance. Il faut réfléchir aux moyens, je dirais, de soutenir les énergies renouvelables. J'ai contribué au rapport Lévitio en disant que je pense qu'il est temps de sortir. On est à un moment où ces énergies renouvelables, pour la plupart d'entre elles, je parle de éolien à terre et solaire à terre, sont compétitifs dans le marché. On n'a plus besoin d'un soutien. On n'a plus besoin d'un mécanisme comme aujourd'hui où on transfère à l'État le risque de marché, qui s'appelle les contrats pour différence. Ça, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas évoluer ça. Ou alors, si on le fait, il faut obliger les développeurs d'énergie renouvelable de mettre des batteries avec. Mais continuer à subventionner des développeurs d'énergie intermittente sans batterie, c'est un problème. Donc il faut rendre ces renouvelables, tirer parti en fait de l'évolution technologique incroyable, de la baisse des coûts qu'il y a dans ce secteur, pour améliorer la façon dont on soutient ces énergies qui ont encore besoin d'un soutien. Il peut être fiscal, il peut être de diverses natures, mais il faut faire évoluer nos sommes. Mais il ne faut surtout pas commencer à faire blanc et noir et tout abandonner. Non, l'énergie a besoin, encore une fois, retenez un mot de mon discours, il faut de l'abondance. Donc ne nous arrêtons pas et il faut toutes ces technologies. Continuons à investir dans ce monde-là. Vous avez dit que la neutralité carbone de votre groupe devrait être atteinte en 2050. J'ai dit nous avons l'ambition de pouvoir l'atteindre à cet horizon-là. C'était une affirmation. Non, ce n'est pas une affirmation. Lisez tous les mots. Il y a plein de procès. On a plein de procès contre nous, donc je suis obligé d'être très prudent sur ce que je dis. Non, on a dit qu'on avait l'ambition de pouvoir aller vers la neutralité carbone à cet horizon-là. On a aussi dit récemment, et c'est la réalité, moi je ne fais que lire les rapports des scientifiques, le 2050, c'est parce qu'on veut être dans un monde à 1,5 degré. Les scientifiques nous disent qu'on n'est plus dans un monde à 1,5 degré. Donc je ne vois pas comment nous, on va y être tout seul dans notre coin si le monde n'y est pas. Bon. Donc on a aussi comme mission d'apporter de l'énergie à nos clients. Ce qui est certain, c'est qu'en 2050, Total Energy n'aura pas le profil de production d'aujourd'hui
et ne produira pas 80% d'hydrocarbures ou 90% et 10% d'électricité. Je pense que Total Energy en 2050, ça sera plutôt 50% d'hydrocarbures et 50% d'électricité. Oui. La question était aussi sur le pouvoir d'achat tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de fiscalité, de baisse de la fiscalité sur l'énergie? Bon, il faut la baisser. Enfin, il faut la baisser intelligemment. Je veux dire, non, le signal fiscal. Est-ce qu'il faut supprimer la TVA ou faire baisser à 5,5? Ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, les TVA, tout ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est à l'État de décider. Moi, je suis qu'un producteur. Non, ce que je pense qu'il faut être cohérent. On peut pas vouloir à la fois lutter contre le climat, sortir des énergies fossiles et baisser la fiscalité sur ces énergies-là. Il faut envoyer des signaux prix qui fonctionnent. Les consommateurs fonctionnent comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut électrifier, il faut regarder les fiscalités relatives électricité, gaz. Mais à mon avis, de toute manière, mon point à moi, c'est que l'énergie est tellement essentielle que fondamentalement, il faut baisser toute la fiscalité sur l'énergie. Ce n'est pas une bonne idée que de financer les États par l'énergie aujourd'hui. Parce que la transition énergétique nous amène à plus investir. Si on veut plus investir, il faut qu'il y ait des clients qui puissent acheter une énergie abordable. Donc notamment sur la TVA, même si vous n'êtes pas politique. Non, mais je préfère aller transférer de la fiscalité sur la consommation que seulement sur l'énergie. Ouais. Je ne suis pas pour les fiscalités ciblées. Mais là, je déborde mon cadre. Hein. Moi, je ne fais que... Non, mais c'était un débat. Laissons le débat aux gens compétents, c'est-à-dire les hommes politiques. Patrick, la dernière fois, vous étiez là, je crois que c'était dans ce colloque organisé aussi par l'UFE. Vous avez fait le buzz, comme on dit dans notre jargon médiatique, parce que vous avez dit on ne peut plus investir en France. Est-ce que c'est une phrase? D'abord, ce n'est pas moi qui m'a dit ça. C'est mon collègue qui était à votre place. EDF. D'accord, je veux bien qu'on m'attribue tout. Je dis, Luc Rémond. Je suis responsable. Et vous avez acquiescé, on a tous vu les images. Est-ce que c'est des phrases qu'on pourrait répéter aujourd'hui? Oui. Parce que moi, je n'ai pas vu d'amélioration sur la façon dont on attribue les permis en France. Je suis désolé, dans ce monde de l'énergie. Si j'ai une seule demande, une priorité à faire aujourd'hui, si on est sérieux et qu'on déclare l'électrification comme étant majeure et une priorité nationale, on devrait se donner les moyens dans toutes les énergies, que ce soit pour l'énergie nucléaire, bien évidemment, les énergies renouvelables notamment, d'accélérer tous ces problèmes de permitting. On perd un temps fou et on n'arrive pas à délivrer les capacités qu'on a ambition. Par rapport à ma feuille de route 2020-2025 que je m'étais donnée, on s'était dit on va atteindre 35 gigawatts de capacité brute dans le monde. On est à 35 gigawatts à fin mars 2026. On les a construits. Il y a un pays où je suis totalement décalé, et j'en suis triste, c'est la France. J'en suis à 3 au lieu d'être à 6. Pourquoi? Mais parce que, je suis désolé, c'est la réalité, tout est compliqué. Et on empile les procédures, on empile les autorisations. Je pense qu'il y a un moment, il faut savoir tous collectivement, c'est quoi la priorité qu'on se donne. Mais à vouloir rendre compatibles divers objectifs qui sont tous louables, à la fin, on a des procédures qui sont beaucoup trop longues et on perd du temps, on perd de l'énergie. Et quelle est la conséquence pour une entreprise comme la mienne? C'est que j'investis ailleurs. Parce que ailleurs, je peux déployer mes capitaux plus rapidement. Donc, c'est pas, et donc je le dis d'autant plus que certains disent que je suis trop patriote, je le dis parce que quelque part, je ne le dis pas de façon satisfaite. Mais je pense qu'aujourd'hui, je n'ai jamais cru aux lois de simplification. La seule façon de simplifier, c'est d'éliminer. Parce que pour simplifier, on crée un comité, et quand on crée un comité avec des maires et des machins, on complique. Ça n'a jamais fonctionné, mais c'est vrai dans mon entreprise, je ne dis pas, ce n'est pas une critique vis-à-vis de l'État, c'est exactement la même chose chez moi. J'en ai fait, moi, des comités de simplification chez Total Energy. Et puis au bout de 10 ans de CEO, je me suis dit, en fait, si tu veux simplifier, il faut juste éliminer. Voilà. D'accord, éliminons. Je vois que Maud Bréjon, qui nous a rejoint, que je salue, va, à mon avis, elle est en train d'enregistrer tout ce que vous dites. Elle vous répondra, du moins on l'espère. Toute dernière question. Vous êtes patriote, vous l'avez dit, je reprends votre terme. Vous avez quand même 52% de vos investisseurs qui sont internationaux, qui ne sont pas français. Est-ce qu'il y a un moment, vos actionnaires majoritaires maintenant vont vous dire écoutez, Monsieur Pouyanné, vous êtes un groupe international, vous ne pouvez pas faire le quoi qu'il en coûte, vous ne pouvez pas être trop patriote. Ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. D'ailleurs, il y a un article dans le New York Times qui dit que c'est peut-être moi qui ai raison. En l'occurrence, non, je veux dire, attendez, dans cette affaire, il ne faut pas. Nous sommes une société longtemps qu'on est international, hein, c'est pas nouveau. Donc. Ça ne veut rien dire. Mais maintenant, vous êtes un peu côté 52% New York, d'actionnaires, ça ne veut rien dire. Ils ne forment pas un groupe, une coalition. Non, vous savez, chacun pour soi. Ouais. Les plus gros actionnaires chez Total Energy, c'est les salariés qui ont 8%. C'est BlackRock qui en a 6%. C'est Monsieur Kretinsky qui maintenant a 4,5%. Ça, c'est les actionnaires plus importants. Mais c'est pas...
Donc il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, je répète ce que j'ai dit encore une fois la semaine dernière au Parlement. Moi, j'attends du gouvernement qu'il remette en cause, au nom de la souveraineté énergétique, les textes qu'il a pris, qui consistent à dire qu'investir chez Total Energy, c'est irresponsable. Parce que si j'écoute vraiment ce que le gouvernement dit en prenant ce genre de décision, peut-être que je devrais être vraiment irresponsable et ne pas protéger les Français. Ça, c'est pour faire de la provoque. Ouais. Ce n'est pas ce que je fais parce que, encore une fois, je pense que notre mission à nous est aussi, parce que nous sommes ancrés dans ce pays, parce que nous en sommes fiers, de contribuer, je dirais, au bien-être de l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup, Patrick Pouyanné, donc le patron Total Énergie.